Le 23 novembre 1764, 15 personnes moururent en moins de 6 heures dans une propriété sucrière de Saint-Domingue, toutes empoisonnées lors du même repas. Une seule femme survécut pour témoigner. Elle s'appelait Rebecca, et c'était elle qui avait préparé le banquet. Avant de poursuivre cette histoire troublante, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces récits oubliés par l'histoire. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la colonie française de Saint-Domingue représentait le joyau le plus précieux de l'empire colonial. Située dans la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, cette terre tropicale produisait près de la moitié du sucre et du café consommés en Europe. Les plantations s'étendaient à perte de vue, quadrillant les plaines côtières et grimpant sur les premiers contreforts montagneux, transformant chaque parcelle fertile en or blanc. La richesse coulait comme la mélasse dans les raffineries, mais elle reposait sur un système d'une cruauté méthodique. Pour chaque colon blanc, on comptait 10 esclaves noirs arrachés aux côtes d'Afrique. Ces hommes, ces femmes et ces enfants travaillaient de l'aube au crépuscule sous un soleil impitoyable, leur espérance de vie rarement supérieure à 7 ans après leur arrivée dans les champs de Cannes. L'habitation Valcourt se dressait à quelques lieues au sud de Cap-Français, la capitale du nord de la colonie. Propriété de la famille du même nom depuis 3 générations, elle comptait parmi les exploitations les plus prospères de la région. 270 esclaves y travaillaient, répartis entre les champs, la sucrerie, les ateliers et la grande maison. Le domaine s'étendait sur près de 400 hectares, avec ses champs de canne parfaitement alignés, son moulin à vent qui dominait la plaine, ses cases à nègres disposées en rangées régulières, et au centre de tout cela, tel un château surveillant son royaume, la demeure des maîtres. Cette maison incarnait toute la prétention de la société coloniale. Construite en pierre de taille importée de France, elle comportait 2 étages surmontés d'un toit de tuiles rouges. Une large galerie couverte courait tout autour du rez-de-chaussée, offrant de l'ombre pendant les heures les plus chaudes. Les volets verts protégeaient les fenêtres du soleil brutal. À l'intérieur, les pièces spacieuses respiraient une opulence calculée. Meubles en acajou massif, miroirs vénitiens, chandeliers en argent, porcelaine de Limoges, tapis d'Aubusson. Chaque objet proclamait la richesse et le statut de ses propriétaires. Les Valcourt appartenaient à cette classe de colons qui avaient fait fortune dans le commerce triangulaire avant d'investir dans la terre. Le patriarche actuel, M. Augustin Valcourt, avait hérité de l'habitation à la mort de son père en 1752. À 48 ans, c'était un homme sec et méticuleux, au visage tanné par le soleil tropical, aux yeux gris perpétuellement calculateurs. Il gérait son domaine comme un comptable gère ses registres, notant chaque sac de sucre produit, chaque esclave acheté ou décédé, chaque livre tournois dépensé ou gagné. Son épouse, Madame Hélène Valcourt, née Beauregard, incarnait le modèle de la dame créole. À 43 ans, elle conservait une beauté fanée, protégée du soleil par d'innombrables ombrelles et chapeaux. Elle passait ses journées à superviser les domestiques, à broder, à recevoir les épouses des planteurs voisins pour le thé, et à maintenir les apparences d'une civilisation française au milieu de cette terre sauvage. Profondément pieuse, elle faisait venir un prêtre une fois par mois pour célébrer la messe dans le salon transformé en chapelle. Le couple avait eu 5 enfants. L'aîné, Charles, âgé de 26 ans, avait été éduqué en France et venait de rentrer à Saint-Domingue après 8 années d'absence. Grand, élancé, avec les traits fins de sa mère et l'ambition froide de son père, il était destiné à prendre la succession de l'habitation. Ses 3 sœurs, Margot, Louise et Amélie, âgées respectivement de 24, 22 et 19 ans, avaient été élevées pour faire de brillants mariages. Le plus jeune, Antoine, n'avait que 15 ans et poursuivait encore ses études avec un précepteur. La maisonnée comptait également le frère d'Augustin, Monsieur Étienne Valcourt, un homme de 45 ans qui n'avait jamais réussi dans les affaires et vivait de la générosité relative de son aîné. Il servait de régisseur adjoint, supervisant les ateliers et l'entretien des bâtiments.
Son épouse était morte en couche 10 ans plus tôt, lui laissant une fille, Cécile, aujourd'hui âgée de 16 ans, qui vivait à la grande maison sous la tutelle distante de sa tante Hélène. Gravitaient également autour de la famille plusieurs personnages essentiels au fonctionnement de la société coloniale. Monsieur Bertrand, le régisseur principal, un Gascon brutal de 50 ans qui avait passé la moitié de sa vie dans les colonies et maniait le fouet avec la précision d'un artisan. Maître Dufresne, le notaire de Cap-Français, qui visitait régulièrement l'habitation pour régler les questions d'héritage, de dettes et de contrats. Le docteur Laville, médecin installé dans une plantation voisine, qui soignait les colons quand les fièvres tropicales ou les empoisonnements du sang menaçaient leur vie précieuse. Dans cette pyramide sociale rigide, les esclaves domestiques occupaient une position particulière. Mieux nourris et moins brutalisés que leurs frères des champs, ils vivaient néanmoins sous le regard constant de leur maître, leur liberté réduite aux quelques mètres carrés entre les cuisines, les buanderies et les chambres qu'ils servaient. Parmi eux, certains avaient gagné une confiance relative, un statut précaire qui pouvait disparaître à la première erreur. Rebecca faisait partie de ces esclaves domestiques. Née sur l'habitation même, fille d'une femme des champs morte en la mettant au monde, elle avait été élevée aux cuisines dès l'âge de 6 ans. On ne connaissait pas son nom africain si elle en avait jamais eu un. La vieille cuisinière de l'époque, Céleste, décédée depuis longtemps, l'avait prise sous son aile et lui avait enseigné son art. À 32 ans, cette année 1764, Rebecca était devenue la cuisinière en chef de la grande maison. Grande, la peau d'un noir profond, les mains calleuses mais étonnamment délicates quand elle maniait les couteaux et les épices. Elle régnait sur son domaine avec une autorité tranquille. Les autres esclaves domestiques la respectaient et la craignaient un peu. Elle parlait peu, ne souriait presque jamais, et ses yeux sombres semblaient toujours observer, calculer, mémoriser. Contrairement à beaucoup d'esclaves des champs qui gardaient des bribes de leur langue d'origine, Rebecca parlait un français parfait, sans accent créole. Elle savait lire, compétence rare et théoriquement interdite, acquise en regardant par-dessus l'épaule du précepteur pendant les leçons du jeune Antoine. Elle connaissait les noms latins de dizaines de plantes, leurs propriétés médicinales et culinaires, leurs dangers potentiels, car les cuisines de la grande maison constituaient un royaume complexe. Une pièce vaste au sol de carreaux rouges, avec une cheminée monumentale, où pouvaient rôtir simultanément un cochon et 2 dindes, une longue table de travail en bois massif, marquée par des années de découpe, des étagères chargées de pots en terre cuite contenant épices, farine, sucre de différentes qualités, des armoires fermées à clé, où Madame Hélène conservait les denrées les plus précieuses. Une porte donnait sur le potager, une autre sur la buanderie, une 3e sur la salle à manger. Rebecca y travaillait depuis l'aube jusqu'à tard dans la nuit, préparant les 3 repas de la famille, les encas, les tisanes, les remèdes quand quelqu'un tombait malade. Elle supervisait 2 aides, Marthe et Joséphine, des filles plus jeunes aux gestes maladroits qu'elle formait avec une patience sévère. Elle allait au marché de Cap-Français 1 fois par semaine avec Bertrand pour choisir les provisions, connaissait tous les fournisseurs, savait juger d'un coup d'œil la fraîcheur d'un poisson ou la qualité d'une volaille. Madame Hélène lui faisait confiance, autant qu'une maîtresse pouvait faire confiance à une esclave. C'était Rebecca qui préparait les repas quand des invités importants visitèrent l'habitation. Rebecca qui soignait les coliques du jeune Antoine avec ses tisanes. Rebecca qui connaissait les goûts de chaque membre de la famille et adaptait les menus en conséquence. Monsieur Augustin aimait les viandes rouges et les sauces épaisses. Madame Hélène préférait les poissons grillés et les légumes cuits à l'eau. Charles avait rapporté de France un goût pour les préparations raffinées. Les filles picoraient comme des oiseaux, toujours soucieuses de leur silhouette. Mais derrière cette façade de compétence et de confiance se cachait une réalité plus sombre. Rebecca avait vécu 32 années en esclavage.
Elle avait vu sa mère adoptive, Céleste, mourir de dysenterie dans les cuisines, continuant à travailler jusqu'au dernier jour par peur du fouet. Elle avait vu des dizaines d'esclaves mourir dans les champs, le dos ouvert par le fouet de Bertrand, les corps décharnés jetés dans des fosses communes sans même une prière. Elle avait survécu à 2 tentatives de viol par des contremaîtres blancs, se défendant avec un couteau de cuisine et échappant de justesse à la mutilation qu'aurait justifié une telle résistance. Elle n'avait jamais eu d'enfant, choix délibéré dans un monde où chaque naissance condamnait un nouvel être à l'esclavage. Elle avait appris très tôt les plantes qui empêchaient la conception ou provoquaient les fausses couches, connaissances transmises en secret entre les femmes esclaves. Dernier acte de résistance quand tous les autres avaient été écrasés. Les années l'avaient endurcie. Elle avait développé une carapace émotionnelle, une capacité à fonctionner comme un automate, à exécuter les ordres sans laisser transparaître aucun sentiment. Mais sous cette surface immobile, quelque chose couvait, une rage sourde, accumulée jour après jour, humiliation après humiliation, injustice après injustice. Une rage qu'elle avait appris à contrôler, à cacher, à transformer en quelque chose de plus froid et de plus dangereux que la simple colère. Car Rebecca avait compris une chose fondamentale. Dans un monde où elle ne possédait rien, pas même son propre corps, elle détenait néanmoins un pouvoir terrifiant. Elle contrôlait ce que ses maîtres mangeaient. Chaque bouchée qui passait leurs lèvres avait été touchée par ses mains. Et dans le potager derrière les cuisines, dans la forêt qui bordait l'habitation, dans les marchés de Cap-Français, poussaient des dizaines de plantes qui pouvaient tuer aussi facilement qu'elles pouvaient guérir. L'événement qui allait déclencher la catastrophe survint le 13 octobre 1764, 6 semaines avant le banquet fatal. Ce jour-là, un incident apparemment mineur bouleversa l'équilibre fragile de l'habitation Valcourt. Depuis son retour de France, Charles Valcourt s'ennuyait profondément. La vie coloniale lui paraissait d'une vulgarité insupportable après les salons parisiens et les théâtres de Bordeaux. Les conversations tournaient invariablement autour du prix du sucre, du rendement des champs et des problèmes avec les esclaves. Les jeunes femmes créoles lui semblaient provinciales et fades. Il buvait trop de rhum et passait ses journées à errer dans l'habitation, cherchant une distraction quelconque à son ennui existentiel. Rebecca l'avait observé depuis son arrivée avec une méfiance instinctive. Elle reconnaissait le type. Jeune, privilégié, désœuvré, dangereux. Ces hommes-là considéraient les esclaves comme des objets à leur disposition, particulièrement les femmes. Elle avait pris soin de ne jamais se trouver seule en sa présence, d'éviter son regard, de devenir invisible quand il approchait. Mais le 13 octobre, alors qu'elle revenait du potager avec un panier de légumes pour le déjeuner, elle le croisa dans le corridor qui menait aux cuisines. Il avait bu. Elle le sentit immédiatement à sa démarche et à l'odeur de rhum qui l'entourait. Il s'arrêta, lui bloquant le passage, un sourire mauvais aux lèvres. « Alors, Rebecca, on se dépêche pour nous nourrir ?» Elle baissa les yeux, serra son panier contre elle, tenta de passer. Il lui saisit le bras. « Je te parle. Tu pourrais au moins me regarder quand je m'adresse à toi. » Elle leva brièvement les yeux, vit le désir mêlé de cruauté dans son regard et sut que quelque chose de terrible allait se produire si elle ne réagissait pas immédiatement. Elle lâcha son panier, les légumes se répandirent sur le sol. « Pardon, monsieur Charles. Je dois ramasser... » Il la poussa contre le mur, sa main se refermant sur sa gorge. « Tu es plutôt belle, pour une négresse. J'ai entendu dire que ta mère était une mandingue. C'est vrai ?» Rebecca ne répondit pas. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang marteler ses tempes. Elle savait qu'elle ne devait pas résister, que toute résistance ne ferait qu'empirer les choses, mais son corps se raidissait instinctivement. Ce qui se produisit ensuite dura peut-être 2 minutes, peut-être 5. Le temps sembla se déformer, devenir visqueux et interminable. Charles l'embrassait brutalement. Sa main descendait vers sa poitrine, sa respiration s'accélérait. Rebecca fermait les yeux, se forçait à rester immobile, à disparaître mentalement de la scène, technique de survie qu'elle avait apprise des autres femmes esclaves.
Puis une porte claqua quelque part dans la maison. Des voix se firent entendre. Charles se figea, écouta, et avec un juron étouffé, la relâcha brusquement. Il recula de 2 pas, rajusta sa veste, son expression passa de l'avidité à l'indifférence glaciale. « Ramasse ce désordre et retourne à tes fourneaux », dit-il d'une voix parfaitement neutre avant de s'éloigner sans un regard en arrière. Rebecca resta immobile contre le mur pendant plusieurs secondes, le souffle court, les jambes tremblantes. Puis, mécaniquement, elle se mit à genoux et commença à ramasser les légumes éparpillés. Ses mains tremblaient. Une rage noire montait en elle, si intense qu'elle en avait la nausée. C'était Marthe qui la trouva ainsi, agenouillée dans le corridor, serrant une tomate écrasée dans son poing, jusqu'à ce que le jus rouge coule entre ses doigts comme du sang. « Rebecca, qu'est-ce qui s'est passé ?» Rebecca leva les yeux vers la jeune fille. Son visage était parfaitement neutre, mais quelque chose dans son regard fit reculer Marthe d'un pas. « Rien. J'ai fait tomber les légumes. Aide-moi à les ramasser. » Elles ne parlèrent pas de l'incident. Dans le monde de l'esclavage, certaines violences étaient si banales qu'elles ne méritaient même pas d'être mentionnées. Mais quelque chose avait changé en Rebecca ce jour-là. Une décision s'était cristallisée, encore floue, encore informulée, mais inexorable. Les jours suivants, Charles recommença. Une main posée sur son épaule quand il passait près d'elle, un commentaire salace sur sa silhouette, des visites aux cuisines sous des prétextes futiles, juste pour la regarder travailler, pour établir sa domination, pour lui rappeler qu'elle était à sa merci. Rebecca ne dit rien. Elle continuait à préparer les repas, à superviser les cuisines, à accomplir ses tâches avec la même efficacité mécanique. Mais la nuit, allongée sur sa paillasse dans la case des domestiques, elle ne dormait plus. Elle pensait, elle se souvenait, elle planifiait, car elle connaissait les poisons. Depuis l'enfance, Céleste lui avait enseigné les plantes, non seulement celles qui guérissaient, mais aussi celles qui tuaient. Dans les colonies, cette connaissance était vitale. Les esclaves se soignaient eux-mêmes, avec les ressources de la forêt, n'ayant jamais accès aux médecins des Blancs. Mais ce savoir avait aussi un côté plus sombre, transmis en chuchotement, en avertissement codé. Il y avait le mancenillier, l'arbre de la mort, dont le simple contact avec la sève pouvait brûler la peau et dont les fruits, ressemblant à de petites pommes vertes, causaient des souffrances atroces. Il y avait le ricin, dont les graines écrasées produisaient un poison foudroyant. Il y avait la datura, aux belles fleurs blanches en trompette, dont toutes les parties contenaient des alcaloïdes qui provoquaient hallucinations, convulsions et mort. Il y avait la strychnine extraite de certaines lianes, le curare des peuples caraïbes, le poison des crapauds buffles qu'on trouvait près des mares stagnantes. Mais ces poisons étaient trop évidents, trop violents, trop rapides. Ils déclencheraient immédiatement des soupçons et des représailles terribles. Rebecca savait que si elle agissait, elle devait être plus subtile, plus patiente, plus intelligente que ses oppresseurs ne pouvaient l'imaginer. C'est alors qu'elle se souvint d'une conversation avec Céleste, des années auparavant. La vieille cuisinière lui parlait d'une plante qu'elle appelait l'herbe des anges trompeurs, un nom poétique pour une chose mortelle. Céleste lui avait montré la plante dans la forêt, une espèce de fougère aux frondes élégantes qui poussait dans les endroits humides et ombragés. Toute la plante contenait un alcaloïde qui s'accumulait lentement dans le corps, causant d'abord des maux de ventre bénins, puis des faiblesses, puis la paralysie progressive des organes. La mort arrivait en quelques heures, mais les symptômes ressemblaient à ceux du choléra ou de la dysenterie, maladie courante dans les colonies. « Si jamais tu veux te venger d'un maître, » avait chuchoté Céleste avec un sourire sans joie. « N'utilise jamais les poisons rapides. Utilise ceux que les médecins blancs ne sauront pas reconnaître. » Rebecca n'avait jamais oublié cette leçon. Et maintenant, alors que Charles Valcourt continuait à la harceler, que sa présence dans les cuisines devenait de plus en plus insistante, de plus en plus menaçante, elle commença à envisager l'impensable.
Le 8 novembre, Charles la coinça de nouveau, cette fois dans la réserve attenant aux cuisines. Il ferma la porte derrière lui, et Rebecca comprit que cette fois, il irait jusqu'au bout. Elle pouvait crier, mais qui viendrait à son secours? Qui la croirait contre la parole du fils du maître? Et quelle serait sa punition pour avoir séduit un homme blanc? Elle le laissa faire. Elle se força à rester immobile pendant qu'il la violait contre les sacs de farine, son souffle alcoolisé dans son oreille, ses mains brutales sur son corps. Elle se força à ne pas pleurer, à ne pas supplier, à ne rien montrer qui pourrait lui donner satisfaction. Elle s'envola mentalement loin de cette pièce sombre, loin de cette douleur et de cette humiliation, vers un endroit où elle pouvait encore être elle-même. Quand ce fut terminé, Charles se rajusta, lui jeta une pièce de monnaie comme on jetterait un os à un chien, et sortit en sifflotant. Rebecca resta longtemps sur le sol froid de la réserve, pendant un temps indéterminé. Puis elle se releva lentement, remit de l'ordre dans ses vêtements, ramassa la pièce qu'elle jeta dans un coin, et retourna aux cuisines. Marthe et Joséphine la regardèrent entrer, virent son visage fermé, ses yeux vides, et comprirent sans qu'il soit besoin de mots. Elles avaient toutes vécu cela, d'une manière ou d'une autre. C'était le prix de leur survie. Mais Rebecca n'allait pas survivre de cette manière-là. Pas cette fois. Plus jamais. Ce soir-là, après que tout le monde fut couché, elle sortit discrètement de la case des domestiques et s'enfonça dans la forêt qui bordait l'habitation. Elle connaissait ces bois, y avait cueilli des herbes médicinales pendant des années. Elle savait où trouver l'herbe des anges trompeurs. Il lui fallut 1 heure pour localiser une colonie de fougères dans un ravin humide. Elle en cueillit soigneusement plusieurs frondes, les enveloppa dans un linge et rentra avant que l'aube ne se lève. Le lendemain, elle commença à préparer son poison. Elle fit sécher les fougères dans un coin secret de la réserve, là où personne ne regardait jamais. Une fois sèches, elle les réduisit en poudre fine qu'elle mélangea avec du poivre noir pour masquer la couleur légèrement verdâtre. Elle conserva cette préparation dans un petit pot en terre cuite qu'elle cacha derrière les sacs de riz. Et elle attendit. Elle attendit l'occasion parfaite, le moment où elle pourrait frapper sans éveiller immédiatement les soupçons. Car Rebecca était intelligente, et elle savait qu'empoisonner uniquement Charles déclencherait une enquête. On fouillerait les cuisines, on l'interrogerait, on la torturerait jusqu'à ce qu'elle avoue. Non, il fallait quelque chose de plus complexe, de plus ambigu, quelque chose qui ressemblerait à une épidémie ou à un accident collectif. Les 2 semaines qui suivirent furent un cauchemar éveillé pour Rebecca. Charles, enhardi par son impunité, la violait maintenant régulièrement, presque quotidiennement. Il ne se cachait même plus vraiment, sachant que personne n'interviendrait. Augustin Valcourt avait sans doute remarqué l'intérêt de son fils pour la cuisinière, mais il considérait cela comme une prérogative naturelle des hommes blancs. Madame Hélène, si elle soupçonnait quelque chose, préférait regarder ailleurs, maintenant l'illusion que rien d'immoral ne se passait sous son toit. Rebecca vivait dans un état de dissociation permanente. Pendant le jour, elle fonctionnait comme un automate, préparant les repas, supervisant les cuisines, répondant aux ordres. Mais son esprit était ailleurs, occupé à peaufiner son plan, à calculer les dosages, à prévoir chaque détail de sa vengeance. Car ce n'était plus seulement Charles qu'elle voulait punir. C'était toute la famille, tout le système qui permettait cette violence, qui la considérait comme moins qu'humaine, qui ne voyait en elle qu'un outil, une propriété, un corps à exploiter. Ils étaient tous complices, par leur action ou par leur silence. Le 15 novembre, l'occasion qu'elle attendait se présenta. Madame Hélène annonça qu'il recevrait le 23 novembre pour le dîner plusieurs familles de planteurs voisins. C'était un événement important, destiné à célébrer le retour de Charles et à commencer à chercher pour lui une épouse convenable parmi les jeunes créoles fortunés. Il y aurait 15 convives en tout. Les 7 membres de la famille Valcourt, Monsieur Bertrand le régisseur, Maître Dufresne le notaire venu de Cap-Français, Monsieur et Madame Beauchamp avec leurs 2 filles et le docteur Laville. Madame Hélène remit à Rebecca une liste de plats à préparer.
potage aux écrevisses, poisson grillé aux herbes, ragoût de porc aux épices, poulet rôti, légumes de saison, et pour finir, un dessert à base de fruits tropicaux. Un festin somptueux qui nécessiterait plusieurs jours de préparation. Rebecca accepta la liste avec sa soumission habituelle, mais son cœur battait plus vite. Voilà son opportunité, un banquet avec 15 convives. Si elle empoisonnait tous les plats, tous tomberaient malades en même temps. Cela ressemblerait à une intoxication alimentaire collective, peut-être causée par de la viande avariée ou des fruits contaminés. Dans les colonies, ce genre d'accident arrivait régulièrement. Les médecins mettraient un cela sur le compte du climat tropical, des conditions de conservation difficiles, de la malchance. Elle avait 8 jours pour se préparer, 8 jours pour transformer son désir de vengeance en réalité. Les jours suivants, Rebecca doubla sa production de poison. Elle retourna dans la forêt cueillir davantage de fougères, les fit sécher, les réduisit en poudre. Elle testa les dosages sur des rats qu'elle capturait dans la réserve, observant méticuleusement les symptômes, le temps avant la mort, les convulsions finales. Elle ajusta ses préparations jusqu'à obtenir exactement l'effet désiré. Une maladie qui commencerait 2 ou 3 heures après l'ingestion, avec des crampes intestinales, des vomissements, puis une paralysie progressive conduisant à la mort en 4 à 6 heures. Elle devint une ombre dans les cuisines, si silencieuse et efficace que même Marthe et Joséphine commencèrent à la trouver inquiétante. Son visage était un masque impassible, ses gestes d'une précision mécanique. Elle ne parlait que pour donner des ordres, ne réagissait à rien, semblait vivre dans une bulle de concentration absolue. Le 20 novembre, elle commença les préparations du banquet. Elle alla au marché de Cap-Français avec Bertrand, choisit les poissons les plus frais, les poulets les plus gras, les légumes les plus beaux. Elle voulait que le repas soit parfait, inoubliable, un chef-d'œuvre culinaire qui serait aussi un acte de destruction totale. De retour à l'habitation, elle envoya Marthe et Joséphine faire d'autres tâches, leur disant qu'elle préférait travailler seule pour ce banquet important. Elles obéirent sans protester, heureuses d'échapper aux longues heures de préparation. Seule dans ses cuisines, Rebecca pouvait enfin agir sans témoin. Elle sortit son pot de poison caché derrière les sacs de riz. La poudre verdâtre mélangée au poivre avait une odeur légèrement amère, mais une fois incorporée aux sauces et aux assaisonnements, elle deviendrait indétectable. Elle travailla avec une concentration terrible, calculant exactement combien de poison incorporer dans chaque plat. Le potage aux écrevisses en recevrait une dose dans la crème. Le poisson grillé serait assaisonné avec une mixture d'herbes incluant la poudre mortelle. Le ragoût de porc, mijoté pendant des heures avec des épices fortes, masquerait parfaitement le goût. Le poulet rôti serait badigeonné d'une sauce empoisonnée. Même les légumes ne seraient pas épargnés, cuits dans un bouillon contaminé. Et le dessert, préparé avec des fruits frais et une crème sucrée, porterait lui aussi la mort dans chaque bouchée. Rebecca ne ressentait aucune pitié. Ces gens avaient volé sa vie, son corps, sa dignité. Ils l'avaient réduite à une chose, un objet sans âme et sans importance. Maintenant, elle allait leur montrer qu'elle existait, qu'elle avait un pouvoir, qu'elle pouvait les détruire aussi facilement qu'ils l'avaient détruite. Le 22 novembre au soir, tout était prêt. Les plats reposaient dans la réserve, certains entièrement terminés, d'autres nécessitant juste un réchauffage final. Rebecca passa une dernière nuit agitée, non pas de remords, mais d'anticipation anxieuse. Et si le poison ne fonctionnait pas comme prévu? Et si quelqu'un détectait le goût étrange? Et si elle avait sous-estimé la quantité nécessaire? Mais il était trop tard pour reculer. Le lendemain serait le jour du jugement. Le 23 novembre 1764 se leva dans une lumière dorée typique des matins tropicaux. La chaleur était déjà oppressante à 7 heures, présageant une journée étouffante. Dans la grande maison, l'effervescence des préparatifs avait commencé dès l'aube. Madame Hélène supervisait personnellement la décoration de la salle à manger. La longue table en acajou avait été cirée jusqu'à briller comme un miroir.
La porcelaine de Limoges, sortie pour les grandes occasions, scintillait sous les chandeliers d'argent. Des bouquets de fleurs tropicales, orchidées et hibiscus ornaient chaque coin de la pièce. Les domestiques couraient dans tous les sens, époussetant, arrangeant, vérifiant chaque détail sous l'œil critique de leur maîtresse. Rebecca était entrée aux cuisines à 5 heures du matin. Elle avait renvoyé Marthe et Joséphine, leur disant qu'elle préférait finaliser seule les derniers préparatifs. Les jeunes filles étaient parties avec soulagement, reconnaissantes d'échapper à la tension palpable qui émanait de la cuisinière en chef. Dans la solitude des cuisines, Rebecca procéda méthodiquement. Elle réchauffa le potage, y ajoutant une dernière touche de crème empoisonnée. Elle badigeonna les poulets rôtis de leur glaçage mortel. Elle remua le ragoût de porc, vérifiant que le poison était uniformément distribué. Chaque geste était précis, calculé, presque religieux dans sa détermination. À midi, les invités commencèrent à arriver. Les Beauchamp, une famille de planteurs prospères, arrivèrent en calèche avec leurs 2 filles, Isabelle et Catherine, jeunes femmes coquettes et superficielles qui gloussaient en voyant Charles. Le docteur Laville suivit, un homme corpulent d'une 50aine d'années, au visage rougeau. Maître Dufresne, le notaire, fit son entrée avec sa mallette de documents, toujours prêt à discuter affaires, même pendant les mondanités. Bertrand, en tant que régisseur de confiance, avait été invité à se joindre au repas, honneur rare pour quelqu'un de sa condition. Le salon résonnait de conversations animées. On discutait des dernières nouvelles de France, de la guerre qui menaçait avec l'Angleterre, des prix du sucre et du café sur les marchés européens. Les dames comparaient leurs robes et leurs bijoux, échangeaient des recettes et des ragots. Charles jouait son rôle de jeune héritier charmant, racontant des anecdotes de Paris qui faisaient rire les demoiselles Beauchamp. Rebecca les observait depuis l'embrasure de la porte, séparant les cuisines de la salle à manger. Elle voyait leurs visages souriants, leurs gestes élégants, leur insouciance totale. Aucun d'entre eux ne pensait une seule seconde à la femme noire qui préparait leur nourriture, à son humanité, à ses souffrances. Pour eux, elle était invisible, un simple rouage dans la machine de leur confort. Cette invisibilité allait être leur perte. À 14 heures, Madame Hélène annonça que le déjeuner était servi. Les convives prirent place autour de la grande table, selon un ordre protocolaire strict. Augustin Valcourt, en bout de table, face à son épouse. Charles, à sa droite, entouré des demoiselles Beauchamp. Les autres se répartissaient selon leur rang et leur importance. Rebecca entra, portant la soupière fumante de potage aux écrevisses. Elle la posa devant Madame Hélène, qui servit les convives avec des gestes gracieux de maîtresse de maison accomplie. Les assiettes circulèrent, le potage fut goûté et des exclamations admiratives s'élevèrent. « Délicieux, Madame Valcourt, votre cuisinière est vraiment remarquable. »« Rebecca a des mains d'or », confirma Madame Hélène avec un sourire satisfait, comme si le talent de son esclave lui appartenait personnellement. Rebecca retourna aux cuisines. Son cœur battait vite maintenant, mais son visage restait impassible. Marthe était revenue pour aider au service. Rebecca lui confia les plats suivants, préférant rester en retrait, observant à travers l'embrasure. Le poisson grillé fut servi, puis le ragoût de porc, puis le poulet rôti. Les convives mangeaient avec appétit, les conversations coulaient comme le vin qu'on resservait généreusement. Personne ne détecta rien d'anormal. Les épices fortes des plats coloniaux masquaient parfaitement le goût légèrement amer du poison. Rebecca attendait. Selon ses calculs basés sur ses expérimentations avec les rats, les premiers symptômes devaient apparaître 2 à 3 heures après l'ingestion. Il était maintenant 15 heures. Le dessert fut servi, une composition élaborée de fruits frais et de crème vanillée, elle aussi empoisonnée. Les convives le dégustèrent avec ravissement, puis se retirèrent au salon pour le café et les digestifs. Rebecca nettoyait les cuisines mécaniquement, rangeant les plats, lavant les marmites. Marthe et Joséphine bavardaient, commentant les toilettes des dames et les manières des invités. Rebecca ne les écoutait pas. Elle était tendue comme une corde de violon, tous ses sens en alerte,
attendant le signal qui confirmerait que son plan fonctionnait. Ce signal arriva à 16h30. Un cri étouffé venant du salon, puis la voix de Madame Hélène, anxieuse. « Charles, Charles, qu'est-ce qui ne va pas ?» Rebecca s'approcha silencieusement de la porte. À travers l'entrebâillement, elle voyait Charles plié en deux sur son fauteuil, le visage pâle, une main pressée sur son ventre. « Je ne me sens pas bien, des crampes. » Avant que quiconque puisse réagir, mademoiselle Isabelle Beauchamp poussa un gémissement et se précipita vers la sortie, une main sur la bouche. On entendit le bruit de ses vomissements dans le corridor. Puis, ce fut le chaos. En l'espace de 10 minutes, tous les convives commencèrent à montrer les mêmes symptômes. Crampes abdominales violentes, nausées, vomissements, sueur froide. Le docteur Laville lui-même, qui tentait d'examiner les premiers malades, dut s'asseoir brusquement, le teint verdâtre. « Une intoxication alimentaire, halta-t-il. Il faut les faire vomir, évacuer le poison. » Mais il était trop tard. Le poison avait déjà été absorbé par les intestins, circulait dans le sang, atteignait les organes vitaux. Les vomissements ne servaient plus à rien. La grande maison se transforma en scène de cauchemar. Les domestiques couraient dans tous les sens, apportant des bassines, des linges, de l'eau. Les malades gémissaient. Certains se tordaient de douleur sur le sol, incapables de rester assis. Madame Hélène, elle-même prise de crampes, sanglotait en tenant la main de son fils, Charles, qui devenait de plus en plus pâle. Rebecca observait depuis les cuisines, fascinée et horrifiée par l'efficacité de son œuvre. Elle n'avait pas prévu que ce serait si violent, si immédiat, si total. 15 personnes malades en même temps. C'était apocalyptique. À 17h, les premiers décès survinrent. Mademoiselle Catherine Beauchamp s'affaissa dans les bras de son père, un filet de sang coulant de sa bouche, ses yeux grands ouverts et vides. Le jeune Antoine Valcourt mourut dans son lit quelques minutes plus tard, son corps frêle incapable de résister au poison. Le docteur Laville, ironiquement le seul qui aurait pu peut-être les sauver, s'éteignit en tentant encore de donner des instructions au régisseur Bertrand. Rebecca ne pouvait détacher ses yeux du carnage. Une partie d'elle voulait fuir, courir se cacher dans la forêt, échapper à ce qu'elle avait déclenché. Mais une autre partie, plus froide, plus dure, restait clouée sur place, témoin de sa propre vengeance. Cette révélation vous glace le sang. Mettez un pouce bleu et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé ce jour-là. L'histoire devient encore plus troublante. À 18h, 9 personnes étaient mortes. Monsieur Augustin Valcourt avait succombé en tentant d'atteindre son bureau, probablement pour chercher de l'aide ou des documents importants. Son frère Étienne était mort dans le corridor, le visage tordu par la souffrance. Charles, le violeur, celui qui avait déclenché toute cette tragédie, gisait dans le salon, ses beaux traits aristocratiques figés dans une expression de surprise et d'agonie. Les 3 sœurs Valcourt, Margot, Louise et Amélie, étaient mortes ensemble dans la chambre qu'elles partageaient, serrées les unes contre les autres, comme dans l'enfance. La jeune Cécile, fille d'Étienne, avait expiré en appelant sa mère décédée depuis longtemps. Les Beauchamp avaient perdu leurs 2 filles. Madame Beauchamp elle-même était morte, mais Monsieur Beauchamp luttait encore, le visage gris, le souffle court. Maître Dufresne, le notaire, était mort dans un fauteuil, sa mallette de documents éparpillée autour de lui. Bertrand, le régisseur, avait succombé en tentant d'atteler une calèche pour aller chercher de l'aide. Restait vivant, mais dans un état critique. Madame Hélène Valcourt, Monsieur Beauchamp et Mademoiselle Isabelle Beauchamp. Et Rebecca. Car Rebecca n'avait rien mangé du festin. Elle avait prétendu avoir déjà déjeuné plus tôt, comme le faisaient souvent les domestiques, pour éviter de manger devant les maîtres. Personne n'avait trouvé cela suspect. Elle était restée aux cuisines pendant tout le repas, et maintenant elle se tenait au milieu de la dévastation, intacte. Ce fut le régisseur adjoint, un dénommé Garneau, qui n'avait pas été invité au banquet, qui arriva le premier sur les lieux du carnage.
Alerté par les cris et les gémissements, il avait accouru de l'atelier où il supervisait les réparations. La scène qu'il découvrit le figea sur place. Des corps partout, du vomi, du sang, l'odeur de la mort et des excréments mêlés à celle du repas de fête. Et au milieu de tout cela, Rebecca, debout dans l'embrasure des cuisines, son tablier immaculé, son visage impassible. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Madame Hélène, recroquevillée près du corps de son fils Charles, leva vers lui des yeux hagards. Le repas, empoisonné. Ce simple mot déclencha une onde de choc. Empoisonné, pas une intoxication accidentelle. Un empoisonnement délibéré, un meurtre de masse. Le regard de Garneau se tourna immédiatement vers Rebecca. Dans la société coloniale, quand un empoisonnement survenait, les soupçons tombaient automatiquement sur les esclaves. C'était leur arme, leur seul moyen de résistance contre l'oppression. Les planteurs vivaient dans la terreur constante d'être empoisonnés par leurs propres domestiques. « Toi, » dit Garneau d'une voix tremblante de rage et de peur, « c'est toi qui as préparé le repas. » Rebecca le regarda sans ciller. « Oui, monsieur. Tu les as empoisonnés. À vous. Je n'ai rien fait, monsieur. J'ai préparé le repas comme d'habitude. » Mais sa voix était trop calme, trop neutre. Il n'y avait ni choc ni horreur dans son expression. Juste une étrange sérénité qui la condamnait plus sûrement que n'importe quel aveu. Garneau fit irruption dans les cuisines, commença à fouiller frénétiquement. Il renversa des pots, vida des armoires, cherchant la preuve, le poison, quelque chose qui confirmerait ses soupçons. Rebecca ne tenta pas de l'arrêter. Elle savait qu'il ne trouverait rien. Elle avait été méticuleuse, ne laissant aucune trace, aucun résidu suspect. Mais Garneau découvrit le petit pot en terre cuite caché derrière les sacs de riz. Il l'ouvrit, renifla la poudre verdâtre à l'intérieur, et son visage se durcit. « Qu'est-ce que c'est ?»« Du poivre, monsieur. Ne me prends pas pour un imbécile. » Il fourra le pot dans sa poche. « Tu vas être interrogé. Et si tu es responsable de cette horreur, tu vas payer de la manière la plus atroce possible. » Il la saisit par le bras, la traîna hors des cuisines. Rebecca ne résista pas. Elle se laissa emmener, son esprit étrangement vide, comme si tout ceci arrivait à quelqu'un d'autre. On l'enferma dans la réserve attenante aux cuisines, la même pièce où Charles l'avait violée quelques jours plus tôt. Une ironie sombre qui n'échappa pas à Rebecca. Elle s'assit dans un coin, entourée de sacs de farine et de riz, et attendit. À l'extérieur, le chaos continuait. Garneau envoya des cavaliers à Cap-Français pour alerter les autorités et chercher un médecin, même si c'était probablement trop tard pour les survivants. Il essaya de réconforter Madame Hélène, qui sombrait de plus en plus dans l'inconscience. Il fit transporter les corps dans une pièce vide, les alignant côte à côte, spectacle macabre de la richesse foudroyée. Les autres esclaves de l'habitation regardaient de loin terrifiés et fascinés. Ils savaient qu'un empoisonnement de cette ampleur déclencherait des représailles terribles. Tous les esclaves domestiques seraient suspectés, interrogés, peut-être torturés. Certains envisageaient déjà de fuir dans les montagnes, de rejoindre les communautés de marrons, les esclaves fugitifs qui vivaient libres dans les forêts inaccessibles. Marthe et Joséphine furent interrogées par Garneau. En pleurs, terrorisées, elles jurèrent qu'elles ne savaient rien, qu'elles n'avaient pas aidé Rebecca, que la cuisinière avait insisté pour préparer seule les plats du banquet. Leur peur semblait authentique, et Garneau finit par les croire. Vers 20 heures, alors que la nuit tombait sur l'habitation plongée dans l'horreur, M. Beauchamp poussa son dernier souffle. Restaient 2 survivantes, Madame Hélène Valcourt et Mademoiselle Isabelle Beauchamp, toutes 2 inconscientes, leur vie ne tenant qu'à un fil. Les autorités de Cap-Français arrivèrent vers 22 heures. Le lieutenant de maréchaussée Dubois, accompagné de 6 soldats et d'un médecin militaire, prit rapidement le contrôle de la situation. C'était un homme endurci par des années dans les colonies, habitué aux révoltes d'esclaves et aux vengeances sanglantes. Il inspecta les corps, interrogea Garneau, examina les cuisines. Le médecin militaire
Après avoir examiné les survivantes et les symptômes décrits par les témoins, confirma qu'il s'agissait bien d'un empoisonnement, probablement par une substance végétale locale. « Il y a des dizaines de plantes toxiques dans cette île », expliqua-t-il. « Sans analyse approfondie, impossible de dire laquelle a été utilisée. Mais vu la rapidité des symptômes et leur violence, je dirais un alcaloïde puissant. » Dubois se tourna vers la réserve où Rebecca était enfermée. « Amenez-moi la cuisinière. » On traîna Rebecca devant lui. Dans la lumière vacillante des torches, le lieutenant l'examina avec une attention calculatrice. Il avait vu beaucoup d'esclaves coupables dans sa carrière, et il reconnaissait cette expression particulière. Ni peur, ni culpabilité, juste une résignation froide. « Tu as empoisonné tes maîtres. » Ce n'était pas une question. Rebecca le regarda dans les yeux. « Oui. » Un murmure choqué parcourut les soldats présents. Les aveux d'esclaves empoisonneurs étaient généralement arrachés après des heures de torture. Qu'elle avoue spontanément était déconcertant. Pourquoi? Pour la première fois depuis des heures, une émotion traversa le visage de Rebecca. Une rage ancienne, profonde, incandescente. Parce que j'en avais assez. Assez d'être violée. Assez d'être traitée comme une chose. Assez de voir mes frères et sœurs mourir dans les champs pendant que ces parasites s'empiffraient de notre travail. Sa voix était basse, mais vibrante, d'une intensité terrible. Monsieur Charles me violait tous les jours. Madame Hélène le savait et ne disait rien. Monsieur Augustin nous fouettait pour le moindre retard. Ils nous ont volé nos vies, nos corps, nos âmes. Je leur ai juste rendu ce qu'ils nous avaient fait. Le silence qui suivit était épais, chargé de menaces. Dubois la gifla violemment. « Tu oses justifier ton crime? Tu as massacré 15 personnes innocentes. » Rebecca cracha le sang qui coulait de sa lèvre fendue. « Innocentes, ils achetaient et vendaient des êtres humains. Ils nous battaient à mort. Ils violaient nos femmes et nos filles. Où est leur innocence ?» Une autre gifle, plus violente. Rebecca vacilla, mais ne tomba pas. « Tu seras jugé et exécuté, » dit Dubois d'une voix glaciale. « Et ton exécution sera un exemple pour tous les esclaves de cette île qui oseraient lever la main contre leur maître. » On emmena Rebecca dans les cachots de Cap Français le lendemain matin. Le voyage dura plusieurs heures. Rebecca enchaînée à l'arrière d'une charrette, exposée au soleil brûlant et au regard haineux des colons qu'il croisait. La nouvelle de l'empoisonnement de l'habitation Valcourt s'était répandue comme une traînée de poudre. 15 morts. Une esclave qui avait osé massacrer toute une famille de planteurs respectables. La population blanche de Saint-Domingue vivait dans la terreur constante d'une révolte généralisée des esclaves. Les Noirs étaient 10 fois plus nombreux que les Blancs. Seule une violence systématique et exemplaire maintenait le système en place. L'acte de Rebecca représentait leur pire cauchemar réalisé. Les cachots de Cap Français étaient d'anciennes casemates humides creusées sous le fort qui surplombait le port. On jeta Rebecca dans une cellule sans fenêtre, juste une grille dans la porte et un seau dans un coin. Elle y resta 3 jours dans l'obscurité presque totale, recevant une fois par jour une écuelle d'eau et un morceau de pain moisi. Le 3e jour, on la sortit pour l'interrogatoire officiel. Dans une salle du fort, devant le lieutenant Dubois, un juge royal et un greffier, elle répéta ses aveux. Oui, elle avait empoisonné le repas. Oui, elle savait que cela tuerait tout le monde. Oui, c'était prémédité. Non, personne ne l'avait aidée. Non, elle ne regrettait rien. Vous rendez-vous compte de la gravité de votre crime ? Demanda le juge, un homme âgé au visage sévère. Vous avez anéanti toute une famille. Des enfants sont morts à cause de vous, des jeunes filles innocentes. Rebecca le regarda froidement. Combien d'enfants sont morts dans les champs de Cannes? Combien de jeunes filles ont été violées dans les réserves et les granges? Vous comptabilisez leur vie aussi, monsieur le juge. Le juge pâlit de rage. Vous ne montrez aucun remords. Vous êtes un monstre. Je suis ce que vous avez fait de moi. La sentence fut prononcée immédiatement. Mort par pendaison publique, précédée de torture pour servir d'exemple.
L'exécution aurait lieu sur la place principale de Cap-Français dans 3 jours, le 30 novembre. Pendant ces 3 jours d'attente, Rebecca resta dans sa cellule. Elle ne mangeait presque pas, buvait juste assez d'eau pour rester consciente. Elle pensait à sa vie, aux 32 années passées en esclavage, aux petites joies volées entre les souffrances quotidiennes. Elle pensait à Céleste, sa mère adoptive, qui lui avait enseigné les plantes et les poisons. Elle se demandait si elle reverrait ses compagnons esclaves de l'habitation Valcourt, si quelqu'un pleurerait pour elle. Le 29 novembre au soir, elle reçut une visite inattendue. Le père Grégoire, un prêtre jésuite qui servait d'aumônier aux prisonniers, entra dans sa cellule avec une chandelle. C'était un homme d'âge moyen, le visage marqué par le climat tropical, mais les yeux empreints d'une bonté authentique. « Ma fille, je viens vous offrir le réconfort de la confession et de l'absolution avant votre mort. » Rebecca le regarda avec méfiance. « Pourquoi ? Je ne suis pas chrétienne. Je suis juste un animal de ferme qui a eu l'audace de mordre ses maîtres. Vous êtes un être humain. Vous avez une âme immortelle, tout comme moi, tout comme ceux que vous avez tués. Alors absolvez-moi, mon père, si cela vous fait plaisir. Mais je ne me repens de rien. » Le prêtre s'assit sur le sol humide à côté d'elle. « Dites-moi ce qui s'est passé, vraiment. Pas la version officielle, mais la vérité. » Et Rebecca parla. Pour la première fois depuis son arrestation, elle raconta tout. Les viols répétés de Charles, l'indifférence de la famille, les années d'humiliation et de violence, la décision de se venger, la préparation méticuleuse du poison, le banquet et son horrible dénouement. Le père Grégoire l'écouta en silence, son visage reflétant un mélange de compassion et d'horreur. « Ce que vous avez subi était monstrueux, dit-il finalement. Mais ce que vous avez fait, tuer des innocents qui n'avaient pas participé à votre calvaire. Il n'y avait pas d'innocents, » coupa Rebecca. Tous savaient, tous se taisaient, tous profitaient du système. Même les invités, ces planteurs respectables, possédaient des centaines d'esclaves qu'ils traitaient comme du bétail. Leur mort était juste. La justice appartient à Dieu, pas aux hommes. Alors, votre Dieu est bien lent à agir. J'ai attendu 32 ans sa justice. Elle n'est jamais venue. Le prêtre soupira profondément. Je ne peux pas vous absoudre si vous ne vous repentez pas sincèrement. Mais je peux prier pour votre âme, et j'espère qu'à l'heure de votre mort, vous trouverez en vous un peu de pardon. Ne perdez pas votre temps, mon père. Priez plutôt pour que d'autres comme moi trouvent le courage de se révolter. » Le père Grégoire se leva, profondément troublé. « Vous avez transformé votre souffrance en haine. C'est une tragédie. 2 tragédies, en fait. La vôtre et celle de vos victimes. » Après son départ, Rebecca resta seule avec ses pensées. Avait-elle fait le bon choix? Aurait-elle dû simplement endurer, survivre, espérer des jours meilleurs? Mais comment survivre quand chaque jour volait un peu plus de votre humanité? Non, elle ne regrettait rien. Si elle devait revivre sa vie, elle ferait exactement la même chose. Mieux valait mourir debout que de vivre à genoux. Le 30 novembre arriva, jour de son exécution. On la sortit de sa cellule à l'aube, on l'attacha sur une charrette et on la conduisit à travers les rues de Cap-Français jusqu'à la place principale. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour assister au spectacle. Des colons blancs, venus voir la justice s'accomplir. Des esclaves, forcés d'assister pour voir ce qui arrivait à ceux qui osaient se rebeller. On avait dressé une potence au centre de la place, mais avant la pendaison, les autorités avaient prévu les tortures annoncées. Rebecca fut attachée à un poteau. Un bourreau s'approcha avec des tenailles chauffées au rouge. La foule retenait son souffle. Mais alors que le bourreau levait son instrument, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un murmure parcourut la foule des esclaves, grandissant en intensité. Puis une voix s'éleva, claire et puissante, chantant dans une langue africaine que Rebecca ne comprenait pas, mais dont elle sentait la signification profonde. C'était un chant de résistance, de fierté, de deuil pour une sœur qui allait mourir. D'autres voix se joignirent, puis d'autres encore. Bientôt, des centaines d'esclaves chantaient, les larmes coulant sur leurs visages.
Les soldats tentèrent de les faire taire, frappant avec leurs crosses de fusil, mais le chant continuait, s'amplifiait, se transformait en cri de guerre. Rebecca leva les yeux vers le ciel tropical, vers le soleil brûlant qui avait illuminé toute sa vie de souffrance, et elle sourit. Pour la première fois depuis des semaines, un vrai sourire. Elle n'était pas seule. Son acte avait touché quelque chose de profond chez ses frères et sœurs en esclavage. Elle était devenue un symbole. Le bourreau appliqua les tenailles. La douleur était atroce, dépassant tout ce que Rebecca avait pu imaginer, mais elle ne cria pas. Elle serra les dents, ferma les yeux, et continua d'écouter le chant qui montait de la foule. C'était sa consolation, sa victoire ultime. Après une demi-heure de torture, on la détacha et on la traîna vers la potence. Elle pouvait à peine marcher, son corps mutilé, laissant une traînée de sang sur les pavés. Le bourreau passa la corde autour de son cou. Le lieutenant Dubois s'avança, lut formellement la sentence. Rebecca, esclave de l'habitation Valcourt, reconnue coupable du meurtre par empoisonnement de 15 personnes, vous êtes condamnée à mort par pendaison. Que votre sort serve d'exemple à tous ceux qui oseraient lever la main contre leur maître légitime. Avez-vous quelque chose à dire ? Rebecca leva la tête, regarda la foule, et d'une voix rauque mais audible, elle dit « Je ne suis pas un monstre, je suis juste une femme qui en avait assez. Souvenez-vous de moi, souvenez-vous que nous sommes humains et que même les plus opprimés peuvent mordre. » Le bourreau tira le levier. Le plancher se déroba sous les pieds de Rebecca. Il y eut un craquement sec, et son corps se balança doucement au bout de la corde. Le chant des esclaves s'arrêta. Un silence terrible tomba sur la place. Puis, lentement, les esclaves commencèrent à se disperser, leurs visages marqués par quelque chose de nouveau. De la colère, de la détermination. Un sentiment que leur tour viendrait peut-être aussi, qu'un jour ils pourraient se révolter, qu'ils n'avaient pas à accepter leur sort éternellement. Les autorités coloniales ne comprenaient pas encore ce qu'elles venaient de faire. En exécutant Rebecca, elles avaient créé un martyr. Son histoire se répandrait dans toute l'île, murmurée la nuit dans les cases à esclaves, transformée en légende, en inspiration pour les révoltes futures. Dans les jours qui suivirent l'exécution, les autorités de Saint-Domingue tentèrent de minimiser l'affaire. Les journaux de Cap français publièrent des versions édulcorées parlant d'un regrettable incident causé par une esclave déséquilibrée. On interdit aux prêtres de mentionner l'affaire dans leurs sermons. On menaça les planteurs qui en parlaient trop ouvertement de troubles à l'ordre public. Mais la vérité ne pouvait être étouffée. Trop de gens avaient été témoins. Trop d'esclaves avaient entendu le chant de résistance sur la place d'exécution. L'histoire de Rebecca la cuisinière se répandit comme un feu de brousse à travers toute la colonie. À l'habitation Valcourt, la situation était catastrophique. Madame Hélène Valcourt avait miraculeusement survécu, mais elle était brisée physiquement et mentalement. Elle avait perdu son mari, ses 5 enfants, son beau-frère, sa nièce. Quand elle reprit conscience et comprit l'ampleur du désastre, elle sombra dans une mélancolie profonde dont elle ne sortirait jamais vraiment. Mademoiselle Isabelle Beauchamp survécut également, mais resta paralysée des jambes, séquelle permanente de l'empoisonnement. Son père et sa mère étaient morts, sa sœur aussi. À 20 ans, elle se retrouvait orpheline et infirme. La propriété fut mise sous administration judiciaire. Les créanciers d'Augustin Valcourt se manifestèrent rapidement, réclamant leur dû. Sans héritier direct pour gérer l'exploitation, l'habitation périclita. Les esclaves, déjà démoralisés par les événements, travaillaient avec encore moins d'enthousiasme. Certains s'enfuirent dans les montagnes. En moins d'1 an, l'habitation Valcourt, autrefois fleuron de la région, fut vendue aux enchères pour une fraction de sa valeur. Madame Hélène finit ses jours dans un couvent de Cap français, où elle passa son temps à prier pour les âmes de ses enfants disparus. Elle mourut en 1768, 4 ans après le massacre, toujours hantée par la question qu'elle se posait chaque jour. Aurait-elle pu empêcher la tragédie si elle avait agi différemment ? Isabelle Beauchamp retourna en France,
vivant de la charité de parents éloignés. Elle ne se maria jamais, passant le reste de sa vie recluse, terrorisée à l'idée de manger quoi que ce soit qu'elle n'avait pas préparé elle-même. Elle mourut en 1803, à 59 ans, de malnutrition et d'angoisse chronique. Marthe et Joséphine, les aides cuisinières qui avaient échappé au poison, furent vendues à d'autres plantations. Elles portèrent toute leur vie le poids de la culpabilité du survivant, se demandant pourquoi elles avaient été épargnées alors que tant d'autres étaient morts. Mais l'héritage le plus durable de l'affaire Valcourt ne concernait pas les survivants. C'était la transformation de Rebecca en symbole. Parmi les esclaves de Saint-Domingue, elle devint une figure légendaire, la femme qui avait osé se venger de ses oppresseurs. Son histoire était racontée à voix basse, amplifiée et mythifiée à chaque répétition. Certaines versions prétendaient qu'elle n'était pas morte sur la potence, qu'elle avait été sauvée par des esclaves marrons et vivait libre dans les montagnes. D'autres affirmaient qu'avant de mourir, elle avait maudit tous les planteurs de l'île, promettant que leurs jours étaient comptés. D'autres encore transformaient le poison en acte de justice divine, la main de Dieu punissant les pécheurs. Les autorités coloniales comprirent rapidement le danger. Les empoisonnements d'esclaves contre leurs maîtres augmentèrent de manière alarmante dans les mois suivants. En 1765 seulement, on recensa 14 cas confirmés d'empoisonnement dans différentes habitations de Saint-Domingue. La terreur s'installa parmi les colons, qui se mirent à suspecter chaque domestique, chaque cuisinier, chaque esclave qui touchait leur nourriture. Des mesures draconiennes furent mises en place. Obligation pour les cuisiniers de goûter chaque plat devant leur maître. Interdiction pour les esclaves d'accéder à certaines plantes et herbes. Punition collective quand un empoisonnement était découvert. Mais rien n'y fit. La peur s'était installée des deux côtés. Les historiens modernes débattent encore de l'impact réel de l'affaire Valcourt sur la révolution haïtienne qui éclaterait 27 ans plus tard. Certains y voient un précurseur, une étincelle qui commença à allumer le feu de la révolte. D'autres considèrent que Rebecca n'était qu'un incident parmi d'autres dans un système condamné depuis le début. Ce qui est certain, c'est que son acte révéla au grand jour une vérité que les colons préféraient ignorer. L'esclavage ne pouvait se maintenir que par la violence constante. Et cette violence engendrait inévitablement des contre-violences. Le système était une poudrière et chaque Rebecca représentait une étincelle potentielle. Les documents officiels concernant l'affaire disparurent mystérieusement des archives coloniales dans les années qui suivirent. Certains disent qu'ils furent délibérément détruits par les autorités qui voulaient effacer ce souvenir embarrassant. D'autres prétendent qu'ils brûlèrent dans les incendies qui accompagnèrent la révolution haïtienne. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les preuves matérielles de l'existence de Rebecca sont rares et fragmentaires. Il ne reste que des mentions dans des lettres privées de l'époque, des allusions dans des rapports de police, des rumeurs rapportées dans les mémoires de quelques colons survivants. Assez pour savoir que quelque chose de terrible s'est produit à l'habitation Valcourt en novembre 1764, mais pas assez pour reconstituer tous les détails avec certitude. Certains sceptiques modernes se demandent même si Rebecca a vraiment existé, si l'histoire n'est pas une légende créée a posteriori pour justifier les peurs coloniales ou glorifier la résistance esclave. Mais ceux qui ont fouillé les archives, qui ont lu les témoignages épars, qui ont suivi la traînée de documents fragmentés à travers les siècles, savent que quelque chose s'est bien passé. Une femme nommée Rebecca a empoisonné 15 personnes lors d'un banquet. Elle l'a fait par vengeance, après des années d'abus et d'humiliation. Elle a été capturée, torturée et exécutée. Et son acte a résonné bien au-delà de sa propre vie, devenant un symbole pour tous ceux qui refusaient d'accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, sur le site de l'ancienne habitation Valcourt, il ne reste presque rien. La grande maison a été détruite pendant la révolution haïtienne. Les champs de canne ont été abandonnés et repris par la jungle. Seules quelques fondations en pierre témoignent encore de l'existence de ce lieu maudit. Mais si vous demandez aux habitants de la région, certains vous raconteront qu'on entend parfois, les nuits de pleine lune,
Un chant étrange venant des ruines. Un chant dans une langue africaine oubliée, porteur d'une tristesse et d'une colère qui traversent les siècles. Le chant de Rebecca et de tous ceux qui sont morts en esclavage, rappelant aux vivants que certaines injustices laissent des cicatrices qui ne guérissent jamais vraiment. L'histoire de Rebecca la cuisinière est une histoire de violence engendrant la violence, d'oppression créant la résistance, d'humanité refusant d'être écrasée même face à l'injustice la plus totale. C'est une histoire qui met mal à l'aise, qui refuse les catégories simples de victimes et de coupables, qui nous force à nous demander jusqu'où nous irions si nous étions poussés aux mêmes extrémités. Était-elle une meurtrière ou une révolutionnaire? Une criminelle ou une héroïne? Une femme brisée qui a craqué ou une guerrière qui a choisi de frapper? La réponse dépend probablement de qui pose la question et d'où il se trouve dans la pyramide sociale. Ce qui reste indiscutable, c'est que 15 personnes sont mortes ce jour de novembre 1764, empoisonnées par la main d'une femme qu'ils considéraient comme moins qu'humaine. Et que cette mort collective a révélé une vérité que personne ne voulait voir. Que l'esclavage était un système fondé sur la terreur et que la terreur finit toujours par se retourner contre ceux qui l'imposent. Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Pensez-vous que tout a été révélé sur ce qui s'est réellement passé à l'habitation Valcourt? Partagez votre opinion dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui apprécient les mystères historiques les plus sombres. L'histoire de Rebecca la cuisinière nous rappelle que la vérité est souvent plus terrifiante que n'importe quelle fiction.